passer la parole à Philippe Causse, qui est président de la délégation régionale Santé Mentale France Occitanie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais, au nom de la coordination régionale Occitanie qui a travaillé d'arrache-pied tout au long de cette année pour préparer ces journées, en lien avec le siège de notre fédération, vous remercier d'être venus aussi nombreux ici, dans notre belle ville de Montpellier et dans notre belle région Occitanie. Nous sommes aujourd'hui 750 participants. C'est une réussite, déjà. Alors, je pense qu'on a tous une bonne raison militante d'être ici. Je pense que nous avons tous une histoire personnelle qui nous relie à notre engagement. La mienne, c'est celle de mon arrière-grand-père paternel qui a tragiquement fait partie des 40 000 morts de faim, d'isolement, d'abandon dans les hôpitaux psychiatriques pendant l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, à Montpellier, à Fonderelle, devenu depuis le CHU de Colombières. Plus jamais ça. C'est sur ce principe, ces valeurs, cette philosophie que s'est créé le mouvement des Croix Marines. Et en effet, ce n'est pas la première fois que Montpellier accueille les journées de la Fédération Santé Mentale. La première fois, c'était en 1996, avec justement la Fédération Croix Marine fondatrice, avec d'autres, de Santé Mentale France. Certains d'entre nous y étaient. Ils et elles se reconnaîtront. J'ai une pensée fraternelle pour eux tous qui ont fondé mon militantisme. Mais c'est dire si la question de la santé mentale nous porte, plus que jamais, 30 ans plus tard, dans nos journées, soyons militants. Au cœur de l'année grande cause nationale, dont notre fédération, rappelons-le, est un acteur majeur, ces journées seront, nous l'espérons, une pierre à l'édifice, une belle pierre de taille. Je vous souhaite donc, au nom de notre coordination, et encore une fois, la bienvenue, de belles journées montpelliéraines pour qu'enfin, et pas uniquement cette année, la santé mentale soit l'affaire de tous. Merci. Je passe la parole à Catherine Chaumat, directrice de la santé publique. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'ouvrir les journées nationales Santé mentale 2025 en Occitanie. La thématique choisir, construire ensemble les politiques de demain pour que la santé mentale devienne l'affaire de tous résonne à l'ambition de l'ARS Occitanie, une santé mentale pour tous et partout en Occitanie, et résonne particulièrement cette année de grande cause nationale santé mentale. Je tiens également à saluer tous les organisateurs et les intervenants de ces journées nationales. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a exacerbé les besoins en santé mentale et a accéléré notre soutien dans le cadre de nos politiques publiques de prévention et de promotion en santé mentale. Je donnerai quand même quelques chiffres sur la santé mentale des Français. Une personne sur 4 va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie. 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, dont 36% des femmes et 38% des 18-24 ans. 70% des Français cautionnent un stéréotype concernant les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Et enfin, un salarié sur 4 se dit en mauvaise santé mentale. Les populations précaires et vulnérables sont particulièrement exposées aux troubles de la santé mentale. Présentée en 2018, la feuille de route santé mentale et psychiatrie a fixé le cap d'une transformation profonde du champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Composée de 51 actions en cours de déploiement, elle agit sur plusieurs leviers. La promotion de la santé mentale, la psychiatrie, la prévention dans tous les milieux et tout au long de la vie, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à l'offre de soins en santé mentale et psychiatrie, qualité, sécurité et pertinence des prises en charge et innovation pour transformer le système de santé.
La grande cause nationale 2025 s'articule au cours de 4 objectifs prioritaires. La déstigmatisation par le changement de regard sur les troubles psychiques et les troubles mentaux, le développement de la prévention et du repérage précoce, l'amélioration de l'accès aux soins partout sur le territoire français, l'accompagnement des personnes concernées dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne. Dans ce cadre, l'ARS Occitanie poursuit son travail en concertation avec l'ensemble des acteurs institutionnels et partenaires toujours très investis, comme les professionnels libéraux, les hospitaliers, l'éducation nationale, la direction interrégionale des services pénitentiaires, l'ADRAGES qui s'occupe de l'école, l'ADRES, la direction de la PJJ, la MSA, les associations et bien entendu les collectivités territoriales. Pour vous donner un aperçu à l'échelle de l'Occitanie, l'ARS soutient 13 maisons des adolescents, on en a une par département, 58 groupes d'entraide mutuelle, un collectif d'entraide et d'insertion sociale et professionnelle en Haute-Garonne qui s'appelle Café & On soutient bien sûr le déploiement de la stratégie nationale de prévention du suicide avec le 3114, vigilance, des formations des préventions du suicide en lien avec le groupe d'études et prévention du suicide. Et on soutient aussi l'aide à distance intervenant dans le champ de la santé mentale avec des associations telles que SOS Amitié et Nightline. Il est également nécessaire d'agir localement sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé mentale. Là, je tiens à souligner le rôle indispensable des contrats locaux de santé. En Occitanie, on en a 58. Et des conseils locaux de santé mentale. En Occitanie, on en a 10 qui sont labellisés par l'ARS, mais aussi les projets territoriaux de santé mentale, ce qu'on appelle les PTSM. On en a 13 en Occitanie, un par département, qui proposent des réponses locales adaptées. Et bien sûr, ces actions, ces acteurs ne sont plus leur rôle les plus à démontrer. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. L'ARS Occitanie a assis la santé mentale comme un axe obligatoire de nos contrats locaux de santé signés avec les collectivités locales. Cette conviction, l'ARS Occitanie la porte à travers la territorialisation de ses politiques publiques de prévention et d'accès aux soins. Pour exemple, notre politique de soutien concernant les semaines d'information sur la santé mentale et aussi les premiers secours en santé mentale a été recalibrée pour être au plus près des territoires en soutenant les projets portés par les CLS et les CLSM que je viens de citer. Par ailleurs, nous soutenons depuis 2022 la mise en place des conseils locaux en santé mentale en les accompagnant par l'appui d'une labellisation de l'ARS Occitanie et d'une aide qui est plafonnée pour des actions de prévention en santé mentale. On observe aujourd'hui un changement de paradigme, constat qui est cité 6 fois, je crois, dans le programme de ces journées. Nous sommes donc alignés en 2025 pour dire ensemble qu'on ne peut plus parler de santé mentale sans parler de pertinence des expériences locales, des modalités systémiques de rétablissement, de la nécessité de la pérédance, du pouvoir d'agir des personnes concernées. L'inventivité, la transversalité et la co-construction de proximité avec les acteurs locaux sont aujourd'hui des exigences pour favoriser les processus de rétablissement des personnes concernées, la déstigmatisation et la promotion de leur citoyenneté. L'ARS Occitanie est ravie de pouvoir participer à ces journées nationales et contribuer à ce temps d'échange privilégié qui s'annonce très riche, autant sur la pluralité des intervenants, des projets et des regards croisés, et de contribuer à ce tournant politique, conceptuel et expérientiel en santé mentale. Bonne journée avec un S à tous. Merci de votre attention. Madame la directrice de la santé publique de l'Agence régionale Occitanie, Monsieur le Président de la délégation Santé mentale France d'Occitanie, chers amis, chers adhérents et chers partenaires, merci de votre présence aujourd'hui à Montpellier et de votre participation certainement engagée aux travaux de votre Fédération Santé mentale France. Toute l'année qui vient de s'écouler, nous avons travaillé avec un collectif dans le cadre de notre mobilisation pour que la santé mentale soit labellisée grande cause nationale. Et toute cette année, nous nous sommes demandé si de ces travaux pouvait émerger un consensus
ce que nous pourrions appeler un accord de doctrine sur la question de la place de la santé mentale et relativement sur la place de la psychiatrie, sur ce qu'on peut attendre du diagnostic, des soins, de l'aide, de l'accompagnement et sur ce qui doit rester plus globalement du ressort de notre société. Car la psychiatrie n'est pas dans tout. Pourquoi ? 2 mots. Lorsqu'avec nos partenaires et avec vous, nous avons initié la mobilisation des acteurs de la santé mentale pour que cette dernière soit officiellement reconnue comme une grande cause nationale, nous n'avions pas vraiment idée de ce qui adviendrait. On commença par en parler, beaucoup. Le label fut attribué notamment grâce au Premier ministre de l'époque, et cet acte, d'abord symbolique, entraîna une vague de prise de position, un effet coming out, un débat citoyen, une libération de la parole assez incroyable. Et nous sommes encore dans cette étape. La grande cause, donc, a fait mouche. Elle nous montre le besoin de notre société d'y voir plus clair sur le sujet, de dire son mot et de ne plus subir. Il faut, maintenant, qu'une 3e étape émerge, que des leçons soient tirées de tous les messages reçus par les pouvoirs publics et les professionnels, interrogeant les uns pour leur choix budgétaire et les autres pour leur pratique, pour sortir de son marasme, le système de soins et d'accompagnement. Encore faut-il que l'on soit globalement d'accord sur l'essentiel, et c'est ce qui est délicat. Oui, la psychiatrie, spécialement, est en crise. Oui, son attractivité est mise à mal. Oui, les ressources humaines sont insuffisantes et les projets innovants trop peu soutenus. Mais le répéter à l'envi, sans énoncer la moindre proposition de solution, sans tenter de définir une politique de soins, sans dire quel objectif on poursuit prioritairement, ne fera pas avancer la cause. Une cause n'avance que si elle est portée par des acteurs, par des groupes qui constatent la convergence de leurs idées, qui constatent et qui recherchent la convergence de leurs idées. La question nous est posée, quel projet portons-nous ? Je vais vous dire ma conviction en 3 remarques préalables aux travaux de ces 2 journées. Le premier point, la psychiatrie a une forte identité, une forte consistance. Elle peut être, à elle seule, sa raison d'être. Mais elle doit, dans sa posture, intégrer l'évidence qu'elle a aussi son rôle dans le champ de la santé mentale. La santé mentale existe. Comment, sinon, parler des problématiques du lien entre événements de vie et souffrance psychique ? Je pense au sujet, aux questions de souffrance psychique et d'antécédents d'abus. Je pense aux effets du Covid-9. Je pense, au Covid-19, vous avez rectifié. Je pense aux problématiques d'addiction, je pense au passage à l'acte, je pense au harcèlement, au burn-out, au suicide, au psychotraumatisme. Je pense aux souffrances vécues par les personnes présentant des troubles de la personnalité que la société heurte et qui ont du mal à y vivre. Je pense demain peut-être aux problématiques concernant l'aide à mourir, sans compter les problématiques pénales, et vous voyez combien le champ est immense. D'où l'importance que revêt l'accès à la possibilité de dire, à l'écoute, à la reconnaissance publique, à la réparation,
situations pour lesquelles l'approche purement médicale est évidemment insuffisante et pour lesquelles c'est en tant que porteuse d'une capacité à accueillir, à entendre, à poser des indications, autant qu'à repérer le pathologique, que la psychiatrie est ici aussi pertinente. La santé mentale existe donc, et la psychiatrie ne peut pas refuser d'y apporter son éclairage. En d'autres termes, si la psychiatrie est aussi convoquée dans le champ plus large de la santé mentale, au titre de sa qualité de discipline médicale, au titre de la science, au titre de sa compétence à dire le pathologique, elle l'est tout autant au titre de sa fréquentation séculaire de l'intime, de son expertise dans le champ du subjectif. C'est le premier point. La psychiatrie relève donc d'une conception holistique des troubles et par conséquent des soins. C'est par cette entrée qu'elle rend compte le plus largement de sa fréquentation du singulier, du vrai, de l'irréductible à la catégorisation, de l'irréductible à l'essentialisation, comme on dit aujourd'hui. Cette personne, la personne humaine que cette opération fait apparaître, cette personne, elle peut être malade, souffrante, malmenée par sa pathologie, elle n'en reste pas moins en surplomb, en veille, en position de lutte, sans que rien ne puisse entamer sa dignité de personne. Une autre façon de le dire, c'est cette adresse, vous vous en souvenez, que nous avait lancée Charles Gardou il y a 2 ans à Pau. Il n'y a pas de vie minuscule. Gladys Swain nous rappelle la position de Pinel, fondateur de la psychiatrie française, qui dans son traité médico-philosophique en 1801 affirmait ainsi la non-inhumanité du fou. Évidemment, c'est une double négation, il faut qu'on fasse l'opération inverse, mais c'est bien comme ça que la chose a besoin d'être présentée. La non-humanité du fou, inhumanité du fou, et mes excuses à ceux qui m'ont déjà entendu sur ce texte. Ce texte, le voici. Alors, il s'agit du fou, bien sûr, un être qui n'est pas plus coupé des autres, qu'il n'est fermé à ce qui lui arrive. Ni enfermement en soi, ni absence à soi chez l'aliéné, mais une déchirante présence au sens de son trouble et le souci continué d'autrui. D'où la possibilité d'un commerce thérapeutique avec le sujet qui sait quelque part son aliénation et se défend contre elle. D'où la visée qui surgit d'un traitement tenant tout entier dans l'élément du rapport de parole. 2 siècles après, il n'y a rien à changer. On peut chosifier pour augmenter les pourcentages d'effets thérapeutiques dans une population, il faut le faire, mais en gardant à l'esprit que si l'on écarte la personne du point de vue qu'elle a sur elle-même, sa clinique, ce qu'elle nous montrera, ce qu'elle ressentira, sera amputée de ses potentialités et de son avenir. Ici, c'est le subjectif qui est objectif, parce que le trouble est bien factuel, même si son socle est un socle subjectif. La personne, donc, est là. Elle est là en instance supérieure de sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle maîtrise tout, que sa volonté exerce sur elle un pouvoir sans concurrence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de point qui lui échappe dans cet effort pour être elle-même et le demeurer. Mais ce qui veut dire que l'on peut s'adresser à elle, quelle que soit sa pathologie, qu'il y a quelqu'un que l'on peut interpeller, que l'on peut engager l'échange, que cet échange peut changer les choses, que l'on peut par exemple lui ménager des solutions,
des chemins pour aller mieux, un parcours de rétablissement. Parcours de rétablissement dont ce sera sa liberté à la personne, qu'en dernier ressort, elle en détermine le où, le quand, le comment et le avec qui. Le rôle de la psychiatrie prend alors une autre tournure. Il ne s'agit plus seulement de soigner un organisme malade, atteint d'une pathologie qu'il faut diagnostiquer, sur des critères communs à tous ceux qui sont atteints d'un même mal. Entendons-nous bien, cela reste sa mission élective, tout pendant qu'il existe des ressources thérapeutiques correspondantes. Mais il s'agit de soutenir et d'accompagner la mobilisation de la personne en postulant son existence, son désir, sa disponibilité psychique, en postulant qu'il y a toujours quelqu'un. Dans ce modèle de compréhension de ce qui se joue dans la relation de prise en charge, même si cette locution désigne tout ce que nous ne voulons pas, il reste à la psychiatrie, et c'est son rôle, à demeurer professionnelle, technique et savante, et veillant à ne pas sortir de son domaine de compétence, à ne pas s'imputer ce qui est le mouvement propre de la personne. Toute cette dynamique se déploie naturellement dans le cadre de la pratique clinique quotidienne, qu'elle se recueille dans le champ du sanitaire ou dans le champ médico-social. Quand je parle de prise en charge, quand je parle de clinique, c'est bien d'une clinique globale, ce n'est pas d'une clinique forcément médicale. Donc, cette pratique clinique quotidienne, bien sûr, la décrire peut paraître superflue parce que si l'on en perçoit finalement la nécessité, c'est peut-être parce qu'une confusion s'est répandue, parce qu'une clarification n'a pas été opérée. Et ceci nous amène à notre troisième préalable, la question d'une supposée guerre des chapelles. Guerre des chapelles qui interdirait que les pouvoirs publics se déclarant incompétents ne tranchent en formalisant les grands axes d'une politique de santé mentale. C'est-à-dire qu'il ne le ferait pas, il ne le fait pas. C'est ça que je veux pointer aujourd'hui. Nous nous inscrivons en faux contre cette idée reçue. Il n'y a plus de guerre des chapelles parce qu'aucune des voies de recherche et de théorisation en santé mentale ne prétend aujourd'hui rendre compte de la totalité des phénomènes morbides. On parle maintenant de psychiatrie de précision, de psychiatrie intégrative, montrant par là que chaque situation mérite une investigation poussée et individualisée et qu'il est nécessaire de l'évaluer au regard de toutes les approches possibles qui sont d'une grande diversité. Le monde de la vie psychique est d'une grande complexité, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui requiert autre chose qu'un prêt-à-porter conceptuel. C'est la noblesse de nos métiers, c'est aussi une perspective enthousiasmante qui finira, j'en suis convaincu, par apparaître aux générations qui nous suivent. Mais il faut en tirer la bonne conclusion. Si l'on veut faire bénéficier notre système de soins et d'accompagnement d'une remise à niveau ô combien nécessaire, en cohérence avec la dynamique issue de la labellisation grande cause, il faut maintenant s'y atteler avec résolution. Santé mentale France et le collectif Grande Cause y sont prêts. Nous savons les difficultés de toute nature que rencontre notre pays, mais il serait très dommageable qu'il en soit tiré argument pour temporiser. Beaucoup de sujets peuvent être travaillés sans attendre, pour que 2025 et la Grande Cause ne rejoignent pas la trop longue liste des occasions perdues. Voilà ce que nous pensons. Je vous remercie de votre attention.